Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 354e rencontre Vlil. Et ce soir, on a la chance d'avoir Paula Hawkins pour ce cinquième roman qui est traduit en français par Corinne Daniello et Pierre Sessiner. Je pense l'avoir bien dit, mais sans certitude. C'est L'heure bleue, ici aux éditions Sonatine. Alors bonsoir à tous, bonsoir Paula. Et ça va être traduit, évidemment, interprété par Robin Boudère qui est là, des éditions Sonatine. On remercie vivement qu'on avait déjà reçu une première fois, qui avait fait une traduction merveilleuse. Et on est persuadé que ce sera le cas encore ce soir. Donc merci Robin de t'être prêté au jeu. De Alors rien. Paula, bonsoir. Après, on vous connaît. Beaucoup de lecteurs vous connaissent pour La fille du train, notamment, il y a déjà quelques années. On est maintenant au cinquième roman et votre style peut-être évolue différemment. On va en parler aussi tout à l'heure à l'orée, à l'aune de Vanessa Chapman, votre héroïne très présente alors qu'elle est décédée. J'aimerais déjà savoir comment vous avez vécu l'après La fille du train, qui a connu un immense succès, qui a été adapté au cinéma et pour lequel les lecteurs vous ont découverte. J'aimerais que vous nous parliez de cette période-là, depuis quelques années, comment vous avez évolué en tant qu'autrice. So, Paula, how did you experience the aftermath of The Girl on the Train, which was a huge success and made into a movie? What was your life after that? I mean, it was mostly good. It was obviously, it's mostly a good thing to have a big success like that, but it does change. Uh, it changes so much about your life, and it changed a lot about my working life. And actually, writing the next novel after that was really quite difficult for me. Ma vie a été très 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 bonne après ça, évidemment, hein. J'ai connu un grand succès, donc forcément ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Ça a changé également beaucoup de choses dans la façon dont j'écrivais, dans mon travail. Et l'après La fille du train, donc mon deuxième roman, a été voilà une expérience un petit peu à part. Ça a été très étrange de travailler sur mon deuxième livre après ça. And I mean, partly that was just for practical reasons that I was touring all the time, I was traveling all the time, and I don't work well when I'm running around like a crazy person. I like to sit quietly at my desk and really focus and immerse myself. So it was partly practical, but there's also something quite daunting about having a very successful novel in that you know that lots of people are waiting to see what you're going to do next, and that creates a whole like different pressure that wasn't there before. Alors, pour des raisons techniques, il se trouve que j'étais en tournée juste après donc la fille du train et que j'ai pas forcément pu m'atteler à l'écriture de mon deuxième roman à ce moment-là puisque j'ai besoin de m'isoler en fait, d'être au calme dans une pièce pour écrire. Voilà, j'ai besoin de m'immerger totalement dans mes univers et c'est vrai que pendant la tournée, j'avais aussi beaucoup de pression du fait de l'attente des gens. Voilà, quand on a eu beaucoup de succès, forcément, ça change aussi la pression qu'on reçoit et qu'on ressent sur nos épaules. Alors, je vais faire un bref résumé du livre pour que ceux qui ne l'ont pas encore lu puissent en découvrir un petit peu les arcanes. C'est très difficile évidemment d'en parler parce que, évidemment, comme dans tout thriller qui se respecte, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Mais pour résumer, après son décès, Vanessa Chapman, qui est une artiste renommée mondiale, va laisser son patrimoine artistique et personnel à l'abandon, ou en tout cas presque, puisqu'elle va le donner à une fondation. Elle avait auparavant décidé d'acheter une île écossaise qui était totalement accessible uniquement à marée basse, et on va reparler de cette marée basse qui est très importante, et d'y vivre recluse. D'un côté, on a un mari qui est mystérieusement disparu 20 ans plus tôt. De l'autre côté, on a Grace Aswell, son amie et exécutrice testamentaire. Et entre les deux, on a une découverte d'un os dans l'une de ses œuvres qui pourrait être d'origine humaine, on le saura ou pas. Et c'est ce qui va conduire James Baker, cet expert en œuvres d'art, à enquêter un peu malgré lui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a finalement inspiré ce roman, L'heure bleue? Sont-ils des événements ou des œuvres d'art qui ont été le déclencheur pour influencer votre récit? So, Paula, what inspired you to write The Blue Hour? Were there like real events or even works of art that influenced your story? There were, but I didn't really start with a work of art. I actually started with the island, with the setting and
that was weirdly, I'd been on holiday in France, in Brittany, and I'd seen a tiny little island, a tidal island like this with just a single house on it. And I loved that idea for the setting of a novel. And that's where I kind of started. And I had to try and imagine what kind of person would choose to go and live on an island like that, where they would be cut off from the mainland twice a day when the tide comes in. Alors oui, effectivement, mais pas au début. C'est-à-dire que voilà, je n'ai pas écrit mon livre à partir d'une œuvre d'art spécifiquement. En fait, ce qui m'est venu en premier, c'est l'île. Voilà, c'est vraiment le décor de cette île, voilà, sur laquelle se passerait mon intrigue. Il se trouve que je passais des vacances en France, en Bretagne, à ce moment-là. Et j'ai vu cette île avec cette maison au milieu. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de mon intrigue, en fait, du décor de mon livre. Voilà. Et en fait, je me suis posé la question, quel genre de personne irait s'isoler ainsi du monde sur une île, voilà, coupée du monde entièrement, en tout cas 2 fois par jour quand la marée est haute. So it was the island first, and then I had to think about the kind of person that would live there. And I decided it would be an artist. I decided that she would be attracted by the landscape, by the beauty, but also by the solitude. And then from there, I kind of started thinking about the kind of work that she would make. And that's how I came around to the art. And I had seen things, um, pieces that had bones in them, paintings of bones, things like that, which kind of got my mind working towards the piece that actually kicks off the mystery. Et donc, je me suis demandé, voilà, quel genre de personnage irait vivre sur une île comme ça. J'ai eu l'idée d'une artiste, justement, qui serait attirée par les paysages, voilà, propices, voilà, les paysages un petit peu naturels qui entourent cette île et la solitude aussi que cela induit, forcément. Voilà. Donc, je me suis demandé aussi quel genre d'œuvre d'art lui viendrait en tête. Et c'est là que je me suis un petit peu renseigné sur voilà, plein d'œuvres qui utilisaient des ossements notamment. Voilà. Et c'est là que m'est venue l'idée de Division 2 qui est le premier mystère par lequel le livre démarre. Alors justement, cette île d'Eris, comment vous l'avez, vous parlez de la France, alors pourquoi déjà, première question, pourquoi vous l'avez finalement délocalisée en Écosse? On sait que euh, vous vivez entre Londres et Édimbourg, donc j'imagine que l'Écosse a un lien particulier. Cela étant, vous auriez pu aussi le délocaliser l'intrigue en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à le mettre en Écosse et notamment j'ai cherché un petit peu pour savoir si cette île existait en Écosse. J'ai vu une île qui s'appelle Eriskay, qui était une zone de conseil communautaire des Hébrides extérieurs dans le nord de l'Écosse. J'ai pensé à un moment donné que c'était ça. Vous me confirmez que non, que c'est bien une île française. Ce qui vous rattache aussi à la France. On en reparlera tout à l'heure pour le fameux trio français qui ne marche que dans les séries françaises apparemment. On en reparlera sur la note humoristique. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cette atmosphère de ce lieu parce que ce lieu, il a un impact clair sur l'intrigue, sur tout ce qui s'y passe. Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Est-ce que vous vous êtes immergé aussi sur une île pour vivre l'expérience? Okay, so first question, well, why Scotland and not France? Yeah. If you were on holidays in France. And second question, did you immerse Yeah, I understood. Okay. I'll try and answer. Um, so yes, the original island that I saw, the tiny island with the house on it, was in Brittany. But when I came years later to think about what I wanted to write, at that point I was spending quite a lot of time in Scotland, and I did want it to be dark and stormy and Scottish, and I was thinking about a particular landscape. And you mentioned Eriskay, the island. Uh, it's not based on that, but I like the name, the Eris, and Eris also it's the goddess of strife. It's a name of a goddess, so it kind of just worked well. Alors effectivement, l'île originale est en Bretagne, hein. C'est des années plus tard, voilà, j'ai déjà vécu en Écosse et je me suis dit que j'avais envie d'un décor qui soit sombre, propice aux orages, voilà, à la discorde de la nature. Et je me suis dit, ben, naturellement, je vais placer mon intrigue en Écosse.
Quant à Eris, effectivement, c'est pas basé sur Eris Kay. C'est juste un nom que j'aimais bien et il se trouve que c'est aussi le nom d'une déesse du chaos. Donc voilà, pour moi, c'était un nom qui allait bien à cette île. Um, and now I can't remember what the other questions were from that. Um, I think it was like, did you also like or isolate did I spend yourself? time? Oh, yeah. Yeah. I mean, I didn't go to a particular island. I spent quite a lot of time on the west coast of Scotland, not necessarily on islands, though I have visited some, but a lot of time walking on that coast. I took hundreds and hundreds of photographs and made notes about the landscape and how it felt to be there in November when it gets dark, sort of in the middle of the afternoon, and it's like midnight because there's not a lot of atmospheric light. So I did spend a lot of time sort of researching what it would feel like to be alone in a place like that and to be cut off and to be isolated. Alors en fait, j'ai passé beaucoup de temps sur la côte ouest écossaise, mais pas forcément sur des îles. Voilà, c'est juste que j'aime effectivement me balader sur la côte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris beaucoup de photos, j'ai pris beaucoup de notes aussi. Voilà, je me suis baladé beaucoup en novembre quand il fait nuit assez tôt et qu'il n'y a pas forcément de lumière environnante pour m'éclairer. Donc voilà, je me suis un petit peu mise dans la peau de ce personnage aussi qui serait coupé du monde, voilà, de cette façon-là. Et le fait est que l'île est coupée du monde par la marée et que la marée permet un va-et-vient continu des allées-venues des uns et des autres à partir du moment où un individu quitte l'île. On sait pertinemment qu'il n'est plus à un endroit. Et dans un thriller, clairement, ça a un impact fort pour savoir qui est sur l'île ou qui ne l'est plus, qui dort sur l'île et qui ne dort plus sur l'île. Ce va-et-vient permanent que vous avez décidé de mettre en place, c'est quelque chose d'assez inédit. En tout cas, j'en connais pas. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce va-et-vient finalement, d'avoir envie de mettre des personnages sur une île ou pas? Et de les rendre suspects ou pas à partir du moment où ils sont sur cette île. So the tide itself is an important character in the book because it allows the characters who are on the island to go and to come and go like very regularly. But also, it is very convenient for a thriller because you know every time that characters are on the island or off the island. So, how did it come to your mind, this idea of a tide? Uh, Well, I mean, again, it all comes from the setting because I'd seen this island, this tidal island. I immediately knew that it would be a great place for a thriller because you can get cut off, you can get trapped, and all the time, kind of the clock is ticking. So we always know you've got so much time until you can leave, you've got so much time until you can get there. So it kind of the setting kind of creates its own suspense all the way through because we always know that you've only got 6 hours or you've only got a limited amount of time in which you can do things, and we know there are certain times when people can't get to the island and when they can't get away from the island. So it was just one of those gifts. It just created its own kind of tension that persists through the whole book. But it came from nature, from seeing an island that's like that. alors effectivement, c'est très pratique pour un thriller parce qu'on a toujours cette horloge qui tic-toc en fait au-dessus de la tête des personnages. Voilà, c'est la marée haute, la marée basse. Voilà, elle est créatrice de suspense en fait. C'est-à-dire que les personnages savent qu'ils ont 6 heures pour faire ce qu'ils ont à faire. Et après, voilà, 6 heures pendant lesquelles ils vont pas pouvoir le faire. Donc ça crée beaucoup de tension. Mais voilà, mais ça m'est venu à partir de la nature en fait. C'est la nature qui m'a donné cet outil très pratique, effectivement. Et puis vous multipliez au sein du roman différents supports. Vous multipliez notamment au début des mails, des articles de presse, une description d'objets d'art qui a aussi son importance. On se rend compte que finalement tout était là depuis le début du roman. On parlera tout à l'heure de votre jeu de pistes finalement. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, soyez attentifs au début du livre. Et surtout, l'autre support, c'est le journal de Vanessa Chapman.
ces objets, ces carnets, ces notes que vous mettez évidemment en évidence dans le roman. Qu'est-ce que ça vous permet de faire finalement, cette multiplicité de supports, contrairement à d'autres romanciers qui auraient une ligne plutôt simple, claire, directe? Vous, la technologie, le réseau Wi-Fi, les WhatsApp, les mails ont aussi une importance et permettent parfois d'éviter ou au contraire d'enterrer quelqu'un. So you chose to include external elements such as emails, press articles, a description of an artwork, but mostly bribes of Vanessa Chapman's diary. What does it allow you to do this multiplicity of, narrative formats? Well, I mean, partly it was necessitated by partly it's just my own enjoyment, but partly it's necessitated by the fact that Vanessa isn't there. So I wanted the reader to be able to hear from her directly in some ways. So I decided to have these diary extracts, which were also they also become part of the plot because these pages are disputed. The ownership of these documents is disputed. So there was two things with the diary. It was one, so we can hear Vanessa's voice, and two, they help move the plot along. Alors effectivement, ça m'a servi à plusieurs choses. Alors déjà, c'était très important pour moi que le lecteur puisse se mettre dans la peau de Vanessa, voilà, entendre ses pensées, savoir ce qu'elle ressentait. Donc voilà, d'une part, avoir le point de vue de Vanessa. Et puis la deuxième chose, c'est que tous ces formats narratifs différents que j'ai utilisés, effectivement, ça m'a servi à faire avancer l'intrigue. And then, in addition to seeing Vanessa's, to getting inside Vanessa's head, we also have all these different views of her. So we do hear from the characters, Grace and James Becker, but the press articles allowed me to show the reader a kind of another view of her work and her as a person and how to get a taste for how she was written about, because that is also important in understanding how her character and what she's angry about and what she pushes back against is how she's written about in the press. En plus de ça, c'est vrai que ces différents formats m'ont permis d'exploiter différentes vues sur Vanessa, c'est-à-dire que les articles de presse notamment, voilà, ça permet aussi au lecteur de savoir comment on parle d'elle à l'extérieur, comment on la perçoit d'un point de vue extérieur, et notamment, voilà, ça permet de comprendre aussi pourquoi est-ce que elle est en colère contre ça, voilà, pourquoi elle se rebelle un peu et pourquoi elle veut se couper du monde. Voilà. Alors justement, en parlant de Vanessa Chapman, qui est décédée et à la fois tellement vivante dans ce livre-là, cette artiste-là, comment vous l'avez façonnée, imagée? On a l'impression qu'elle est véritablement réelle. J'ai même cru qu'à un moment donné, elle l'était, que vous vous étiez inspiré potentiellement d'une artiste, réelle ou pas. C'est aussi la différence entre deux mondes. On parlera tout à l'heure de Grace, mais il y a une opposition de milieu social. Il y a une opposition claire et frappante de monde, ce qui peut se comparer peut-être à Lille, entre la marée haute et la marée basse, peut-être. Mais comment vous l'avez construit, ce personnage-là? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Et qu'est-ce qu'il y a de vous dans Vanessa Chapman? Okay, so how did you develop the character of Vanessa Chapman? Because she's an artist as talented as she's troubled and as she's absent, yet so present at the same time. She's opposed to Grace in so many different ways. What does she inspire you, this character, and how did you develop her? Yeah, so she's not she's not really based on a real person, although I did borrow when I talk about some of her artworks, I was thinking of a particular Scottish painter called Joan Ardley, and I thought about her paintings of the sea and of landscapes, and I also borrowed some tiny bits from Joan Ardley's own life. But really, I took from lots of different sources, and I read biographies and memoirs and really immerse myself in art to try and think of who this person would be and what what she felt about her work and what so it was just basically I just spent a long time reading about artists and artist life
lives. And then I wrote a huge amount of diary. Most of it didn't make it into the book, but I did like write kind of a whole lot of her in order to kind of uh, get myself into her skin. Alors, elle m'a pas été inspirée par quelqu'un en particulier. C'est vrai que voilà, j'ai pris des petits bouts d'artistes sur lesquels je m'étais renseigné à droite à gauche, notamment John Henley. Mais voilà, j'ai lu plein de biographies, plein de mémoires pour pouvoir m'imprégner justement de ce que c'est qu'être un artiste, pour pouvoir m'imaginer sa vie, pour pouvoir m'imaginer aussi son propre rapport à son art. Et j'ai lu énormément de journaux intimes aussi pour pouvoir m'immerger plus facilement dans sa peau. And I think there was another question that was like, how much of yourself did you put into Vanessa? Yeah, there's always something of oneself in any character, I think. And there are things that Vanessa feels that I have felt at times in my life. And that urge to like run away from everybody and go and live somewhere miles away and not talk to anyone. I feel that quite often. But I do. So there are certain things about how she feels about the need to be free of everything in order to work properly. That maybe comes from me. There are little bits and pieces that I identify with. But that as I say, that is true of most characters, even the terrible ones. Je pense qu'on met toujours de soi-même un petit peu dans ces personnages, même les pires personnages du monde. Voilà, je trouve que l'auteur ou l'autrice met toujours un petit peu de soi dans tous ces personnages. Moi, je ne fais pas exception. Voilà, j'ai par exemple moi aussi ce besoin de fuir la société de temps en temps, de partir le plus loin possible pour ne plus parler à personne et de m'isoler pour pouvoir travailler efficacement. Il y a un très beau passage sur l'art que je vais lire et ma question en jaillira ensuite. L'art est quelque chose qu'on laisse derrière soi. L'art est un réconfort. L'art apaise, console, excite. L'art est un métier, une activité qu'on fait toute l'année, toute la journée, pardon. L'art permet de résoudre les problèmes, de comprendre le monde. L'art offre l'opportunité de repartir de zéro, de retirer le voile, de se venger, de tomber amoureux, de faire une bonne action, de vivre longtemps. Est-ce que vous vous êtes mis aussi à la place de l'artiste au sens noble du terme? Vous êtes une artiste. Est-ce que vous vous êtes aussi mise à la place de Vanessa Chapman dans ces mots, dans cette question de l'art, de la transmission, du patrimoine artistique notamment, qui a une importance capitale aussi dans le livre, on en parlera après, de la propriété intellectuelle. Est-ce que vous vous êtes mis aussi à cette place-là, notamment pour vos carnets peut-être, pour vos manuscrits? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit? So Anthony just read the extract about artist No, legacy, yeah, artist I know. service, everything. So did you also put yourself into Vanessa's shoes with that view on art, especially? I mean, yeah, I think I do feel that way, feel the same as she does about art. I maybe don't take myself as seriously as she does. I think she's a more serious artist than I am. But certainly when I think about how, that there's the stuff about how you work things out, how you understand the world, what you do all day, something that consoles you but also can trouble you. I think I do. I agree with her on almost all of those points. Yeah. C'est vrai que en fait j'ai la même façon de voir l'art que Vanessa, hein. Je pense évidemment comme elle, même si selon moi c'est une artiste bien plus sérieuse que je ne le suis. Mais c'est vrai que je vois l'art comme un réconfort moi aussi, comme une façon de comprendre le monde, etc. Donc voilà, j'ai le même point de vue qu'elle sur ces choses-là. Est-ce que vous seriez capable d'actes criminels si justement votre atelier, par exemple, je ne trahis rien, si votre atelier était, pardon, totalement bafoué, si votre atelier, si on voyait vos œuvres déchirées, est-ce que vous auriez eu des envies, en tout cas criminelles? Ça ne veut pas dire que Vanessa en a, je précise, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous mettrait en colère finalement? Do you get that or Yeah. I think, I mean, it's never happened to me, but I can understand that the violence of that impulse to
And I think what I write about a lot, and one of the things I do try to understand is how ordinary people end up doing violent, criminal, terrible things. So not just an artist, but any person. I what I do a lot in my novels is try to understand the circumstances in which an ordinary person, your neighbor, your boss, your friend, might be pushed or compelled to do something terrible. Alors c'est vrai que moi ça ne m'est jamais arrivé, mais j'essaie toujours de me mettre à la place des gens ordinaires à qui il arrive des choses terribles et qui développent après des pulsions de violence. Voilà. Je me mets toujours dans un contexte. Voilà, j'imagine toujours qu'un voisin, un ami, voilà, quelqu'un de parfaitement ordinaire pourrait être poussé à faire des choses abominables si on le pousse dans ses retranchements. Très bien. Alors, on précise tout à l'heure, on a parlé de l'os de l'œuvre. On précise qu'évidemment, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour savoir si l'os est d'origine humaine, mais qu'il faut potentiellement casser l'œuvre pour en faire des analyses, ce qui pose des problèmes de propriété intellectuelle et plus tard également de propriété intellectuelle en fonction du document personnel ou professionnel, artistique. Ça aussi, c'est une matière très intéressante que vous mettez dans un thriller et j'ai trouvé ça très original et vraiment bien ficelé. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant sur la création, sur la notion de création, sur la notion de propriété intellectuelle, sur ce qui peut découler de personnel à professionnel? La limite est extrêmement fine parfois et on l'a vu dans ce thriller. Est-ce qu'il y avait aussi un message à faire passer, ou en tout cas quelque chose que vous aviez envie de mettre en avant dans l'heure bleue? So in the book, the line between artistic estate and personal estate is often blurred. What part of creativity did you find important to show in your book? Did you have a message in mind when talking about those topics? Well, I don't think it's so much a message, and because most of the time I'm posing questions rather than providing an answer, but I'm interested in that line of what is life and what is work, what is life and what is art. Can you divide those things? And I think actually for most creative people, it's very, very difficult to separate one from the other, and that's what they're trying to do and they're trying to figure out. But um, I do think that for a lot of people who work, particularly fine artists, visual artists like Venice Chapman, it's very hard to separate those things, to say that one ends there and the other ends there. So I'm rather investigating the questions and asking the questions rather than providing the answers. En fait, je n'ai pas vraiment de message à apporter à ce niveau-là. J'ai l'habitude de poser des questions plutôt que d'apporter des réponses à ces mêmes questions. C'est vrai que je suis très intéressé par cette division qu'on fait entre la propriété euh, artistique et le personnel. Voilà, je trouve que c'est une frontière difficile à établir, notamment pour les artistes et les artistes très investis comme Vanessa Chapman. Voilà, mais c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de poser des questions, voilà, plutôt que d'y répondre. Alors, vous avez décidé de modifier, pardon, de multiplier les points de vue. On est un petit peu dans la tête de beaucoup de personnages, notamment de Baker et de Vanessa. Est-ce que ça a évolué au fil de l'écriture? Est-ce que votre narration était toujours pour vous le point de départ, le journal de Vanessa Chapman? Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'il y a des personnages qui ont pris de l'épaisseur ou au contraire se sont rétrécis comme Sébastien potentiellement, qui est peu présent finalement? Il aurait peut-être pu avoir plus d'épaisseur, je ne sais pas, selon votre travail, ce qui s'est passé. Mais est-ce qu'il y a des personnages comme ça qui ont évolué en fonction de votre écriture? So you chose to use the point of view of different characters. Was it always like this? And if so, did the characters themselves evolve, from the beginning of the writing process to the end of the process? Like Sebastian, for example, maybe he could at some point have been an even more important character. I mean,
I think I always knew that it would just be obviously that there would be the diary and then that we would hear from Grace and James Becker. Um, they did evolve, particularly Grace, as I was writing them, but that those were they were always the protagonists, the three of them. Well, Becker and Grace, and then Vanessa in the background. I don't think I ever thought about writing from the point of view of the other characters, but it this does shift for me because it's the way I tell stories does tend to be it doesn't tend to be very linear. I do jump around a lot. Um, and I don't always know at the beginning how much weight I'm going to give individual people and how important they will be. And there are times, Grace kind of grows and grows in importance as you go through the novel. Um, so it's not something I know from the beginning, but I did always know that Becca and Grace would be there. Effectivement, depuis le début de mon écriture, j'ai toujours eu en tête qu'il y aurait d'une part le journal de Vanessa et les points de vue de Baker et de Grace. Alors voilà, ces différents points de vue ont évolué bien sûr au fil du processus d'écriture, mais depuis le début, je savais que ce serait eux. Je me suis pas vraiment intéressé aux autres personnages en tant que point de vue narratif, mais voilà, c'est vrai que je n'écris pas de façon très linéaire et le poids des différents personnages peut changer, enfin peut évoluer en fonction de l'écriture. Voilà, Grace par exemple, c'est ce qui s'est passé, elle a pris de plus en plus d'importance au fil du roman. Mais j'ai toujours su que ce serait ces trois-là, voilà, ces trois personnages les plus importants du roman. Est-ce qu'au niveau de l'intrigue également et de la résolution de l'enquête, même s'il n'y a pas d'enquête véritable, il n'y a pas de policier dans le roman, mais est-ce que sur l'intrigue, sur la résolution, est-ce que vous avez aussi évolué? Est-ce que certains personnages vous ont dépassé? On va pas dire lesquels parce que sinon on va forcément en dire trop, mais est-ce qu'il y a des personnages qui ont pris de l'épaisseur, mais qui vous ont semblé peut-être plus malsains, plus quelque chose qui avait en eux, qui montait, qui germait et qui vous ont dépassé? Et vous avez peut-être senti quelque chose qui était là en gestation. So, what about the plot and the conclusion of the book themselves? Did the characters um, like grow in a way that their violent potions could make them act in a way that you would not expect by the end of the book, or did you always know that it would be like this? I usually know sort of the solution to the main mystery. So I have this point that I'm aiming for. So I kind of know who done it or whatever. But beyond that, I leave everything quite vague. So there's lots of room for things to develop. And even if I know that somebody has done a bad thing, I don't necessarily know how bad it is or what else happened to them. Or so there's lots of scope for things to develop. Um, and the ending of the novel, which I won't talk about, obviously, but there are parts of the ending which developed while I was writing it. I didn't know exactly how it was going to play out. So yeah, I have one point to aim for, but then everything else kind of grows and the characters can change and become darker or lighter as I go through and as I sort of figure it all out. En général, quand j'écris, je sais comment se termine mon mystère principal. Voilà, par exemple, quand c'est une histoire de meurtre, je sais qui a commis le meurtre. Pour le reste, voilà, je le laisse volontairement très vague et c'est vrai que la portée de la violence de certains personnages m'est complètement inconnue et c'est quelque chose qui effectivement peut évoluer au fil de l'écriture. Voilà, par exemple, là, je vais pas dévoiler la fin de mon roman, mais il y avait des parties de cette fin qui m'étaient inconnues, voilà, que j'ai laissé germer au fil de l'écriture. Très bien. Et alors, vous êtes la reine des fausses pistes. Vous êtes terrible pour ça parce que vous laissez des indices constamment. Et après vous avoir lu, on comprend. On se dit en effet, Vanessa avait dit ça. C'était peut-être pas quelque chose de très important. Et puis ça laisse germer quelque chose en tête. On l'oublie 2 pages après. Et puis on comprend plus tard que ça avait son importance. Est-ce que les auteurs de thrillers, les auteurs de polar, vous écrivez peut-être davantage plus pour les lecteurs que les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fascine, vous donne envie d'aller plus loin, de dérouter le lecteur, contrairement à notamment des auteurs de littérature qu'on appelle blanche, écrivent souvent un petit peu trop pour eux,
Vous écrivez peut-être un petit peu plus pour les autres, en tout cas pour donner du fil à retordre au lecteur. Est-ce que c'est votre but ultime ou au contraire, vous n'y prêtez pas forcément au début attention quand vous écrivez? So is your main goal, your ultimate goal as a suspense novel writer, to twist your readers' minds? Are you more dedicated to your readers as a suspense novel writer than those who, write more general literature and Mm. sometimes, hear themselves, like to hear themselves talk or I think it's a really interesting question, and I think as a suspense writer, you know that your readers have certain expectations, and you don't want to disappoint them. So you know that there are certain things that people want from a thriller, and to for there to be a mystery, for there to be surprises, and for the mystery to be solved ultimately. So all of those things are important to me. Um, but that's just a framework, and you can do so much within that. You can do lots of things. But I do think that you do have to bear those things in mind that people come to a novel like this with certain expectations. And if you're selling it, putting it out there, this is a thriller, you have to meet at least some of those expectations, I think. C'est une question très intéressante. Je pense qu'effectivement, en tant qu'auteur ou autrice de thriller, on sait qu'il y a des attentes, voilà, de la part du lecteur ou de la lectrice, et qu'il faut pas décevoir ces attentes. Voilà, on sait que les lectrices vont attendre de la part de ma part que je mette des ingrédients spécifiques dans mon thriller, voilà, qu'il y aura un mystère, il y aura des rebondissements, qu'effectivement il y aura une conclusion à tout ça. Ça n'empêche pas que on prenne des libertés tout en restant dans ce cadre-là. Mais effectivement, on sait qu'il y a des attentes derrière à respecter, quoi. Et l'ingrédient principal que je viens de réaliser en réalité, c'est que tous les maris ou presque sont morts. Vous vous rendez compte que vous tuez exclusivement presque tous les maris dans celui-ci en tout cas. C'est vrai que c'est frappant de voir que. Alors je ne sais pas si ce sont uniquement tous les morts du roman, j'essaie de me remémorer, mais en tout cas, il ne vaut mieux surtout pas être marié quand on est dans un roman de Paul Hawkins. Yeah. I hadn't even thought about that, but yeah, certainly don't get married to me. C'est vrai que j'y ai jamais pensé, mais bon, voilà, ne m'épousez jamais. Alors pour ça, on va lire un premier extrait, Paula, si vous le voulez bien, et qui sera ensuite traduit et interprété par Robin. So are you going to read the French version of this? Yeah, I Yeah, am. you are. Okay. So, but you want me to read the whole thing in English first? Yeah, Yeah, yeah. yeah, I don't mind. I Okay. have the book in front of me, so it's Yeah. okay. But I mean, okay, does everyone want to listen to me reading in English? That's what I'm wondering. Is it Euh, interesting? Anthony, est-ce que tu veux qu'elle lise tout d'un coup ou est-ce que je traduis au fur et à mesure Oh, comme tout on d'un doit? coup. Oh, tout d'un I coup. Yeah. just I just read it. Okay. I'll read it. The moon woke me bright and close. It shed such a strange light over the sea, a dark kind of daylight, like looking at the negative of a photograph. I couldn't go back to sleep. I haven't been able to work for weeks, so I went down to the beach. I was barefoot and the sand was cold under my feet. It made me want to run. There was a wind, strangely warm. It made the sands shift and the clouds passing over the moon threw shadows to chase me. I kept thinking of the song Grace taught me, the one about the wolves digging the newly dead from the sod, strewing their poor bones over the earth. Lately, I've been feeling a bit savage myself. I ran and ran until I had my feet in the water, and when I turned, I looked back at the island, at the house, at my bedroom window with the light still on, and I saw something move. The curtain, probably, but I felt chilled through. I watched and waited, willing him to appear again, but there was nothing, nothing and no one, only suddenly the water lapping at my calves, at my knees. Got to stop it there. La lune m'a réveillé, trop brillante, trop proche. Elle projetait une étrange clarté sur la mer.
Avec cette lumière sombre, on se serait cru en plein jour, et j'avais l'impression de regarder le négatif d'une photo. Je n'ai pas réussi à me rendormir, et comme cela fait des semaines que je n'arrive pas à travailler, je suis descendu sur la plage. Sous mes pieds nus, le sable froid m'a donné envie de courir. Il y avait du vent, un vent tiède qui faisait volter le sable et galoper les nuages dans le ciel. Leur ombre semblait me pourchasser. Je n'arrêtais pas de repenser à cette chanson que Grace m'a apprise, celle des loups qui déterrent les cadavres fraîchement inhumés pour éparpiller leurs pauvres ossements à la surface de la terre. Ces derniers temps, je sens la même férocité en moi. J'ai couru droit devant moi jusqu'à ce que l'eau m'arrive aux chevilles. En me retournant vers l'île, vers la maison, vers la fenêtre de ma chambre avec sa lampe de chevet encore allumée, j'ai vu quelque chose remuer à l'intérieur. Un courant d'air dans le rideau, sûrement, et pourtant j'ai été prise d'un frisson. J'ai guetté un long moment, j'ai prié même, tant j'aurais voulu qu'il réapparaisse. Mais il n'y avait rien, rien ni personne, rien que l'eau qui me léchait soudain les mollets et les genoux. Merci, merci à tous les deux. Cet accent britannique, on ne s'en lassera jamais. Alors, on va prendre une petite photo de groupe, voilà, comme on en a l'habitude, dans 3 secondes. 3, 2, 1. Parfait, merci. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'atmosphère de ce livre-là parce que il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de descriptions de tableaux, beaucoup de descriptions de lieux qui sont extrêmement, on s'y croirait clairement, on a l'impression d'être dans un film, dans une série. Comment vous avez travaillé tout cela, ce matériau descriptif qui est si difficile à rendre vivant et encore plus dans un thriller? Euh, est-ce que vous avez travaillé sur la matière cinématographique? Est-ce que vous avez travaillé sur la matière artistique? Qu'est-ce qu'il y a finalement derrière tout cela? On n'a pas parlé tout à l'heure quand j'ai évoqué l'art, mais est-ce que vous avez une fibre artistique côté peinture, côté tableau? Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui vous a donné envie de vous attaquer à quelque chose qu'on trouve très peu dans le thriller, cette notion artistique d'une artiste renommée qui parle de tout cela, qui parle de son art? C'est très rare et c'est extrêmement rafraîchissant. Mais finalement, première question, je résume, Robin, je t'avais dit que je m'enflammais. Pas de Première souci. question, c'est donc sur qu'est-ce qui vous relie à l'art? Et deuxième question, sur toutes ces descriptions, sur cette atmosphère, même cette couverture, cette fenêtre qui s'ouvre sur la couleur bleue, on en reparlera tout à l'heure, mais tout ce matériau descriptif, comment vous le travaillez véritablement? So the descriptions of the paintings and locations are very detailed. What is your own relationship to painting, first of all, and second, how did you work on these descriptions to make them as vivid as those of a painter or even a filmmaker? I mean, I like art. I love going to galleries and museums and I like looking at art but I can't, I'm completely without any artistic, like visual artistic prowess. I can't paint or draw or do anything like that. But I do love to look at art. I guess in terms of I know what I like, what I love, what I like to look at. And I worked on the language a lot and I read a lot of books of art books people because there's a very specific kind of language, isn't there? And it's often quite a pretentious language. Not a language we use, but I had to try and get some of that into it, and then also try and break through the pretentious language and write about art for people who aren't necessarily, in that world. So that was quite hard, but it was also really enjoyable. It was really fun. Alors j'adore l'art, j'adore me balader dans les musées. Voilà, je n'ai pas la fibre artistique dès qu'il s'agit de peindre. Voilà, je suis plus une admiratrice. Voilà, je me contente de regarder. Et puis je connais mes goûts, je sais ce que j'aime, je sais ce que voilà, je sais ce que j'aime regarder. De mon côté, j'ai beaucoup travaillé sur le vocabulaire qui est finalement assez spécifique sur ces sujets-là. Voilà, dès qu'il s'agit de peinture, de sculpture, voilà, je me suis beaucoup renseigné le langage utilisé et aussi sur la façon d'utiliser ce langage pour qu'il soit compréhensible par voilà, des gens qui, a priori, n'y connaissent rien.
Et puis, vous vous êtes aussi beaucoup intéressé à la médecine médico-légale. Vous les remerciez, ces personnes-là, en fin d'ouvrage, notamment sur l'identification et la datation des ossements. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que quand vous faites des recherches, vous allez nous parler de ces recherches évidemment, mais quand vous faites ces recherches et qu'elles ne vont pas dans votre sens, dans le sens du thriller, de l'intrigue, du suspense que vous voulez mettre, qu'est-ce que vous faites? Vous rebroussez chemin ou vous essayez d'être une sorte de Snake et vous contournez finalement ce qu'on vous raconte? So you thank a lot of people at the end of the book, among them coroners or specialists in bones. Mhm. So you did a lot of research on a lot of research on those topics. What do you do when the results of the research don't go in the way you want them to go while writing the book? Do you try to sneak around them like a snake, or what do you do? Yeah, I hate doing research. I mean, the art I loved, but the rest of the research I didn't. But I just phoned people up and I asked a bunch of questions about how what you could tell about a bone and what it would tell you. And basically, what I had to figure out was how, what was reasonable. Um, what would a forensic pathologist recognize instantly? What can you test a bone for? What can you? So there were very specific pieces of information, and really, if they don't suit your purposes, then well, you can leave them out. Or yeah, I would be a snake, or sort of try and shift it slightly. Yeah, you don't want your plot to be completely sort of banjaxed by an annoying bit of science. C'est vrai que les recherches, c'est quelque chose qu'en tant qu'autrice, je déteste faire. Voilà, contrairement à l'art, hein, par exemple. Mais je me suis beaucoup renseigné sur la façon de lire de lire des ossements, sur ce qu'ils peuvent nous dire aussi, ce qu'ils peuvent nous révéler, sur ce que va reconnaître immédiatement un spécialiste quand il se retrouve face à des ossements. Voilà, si quelque chose ne va pas dans le sens de mon intrigue, je le laisse de côté, hein. De toute façon, je n'hésite pas, je fais le snake, comme tu dis, Anthony, et je contourne le problème. Voilà, il faut jamais que ça prenne le devant sur l'intrigue. Et vous remerciez également des personnes, des artistes, j'imagine, qui vous ont ouvert aussi les portes de leur atelier. C'est intéressant de voir que vous vous êtes véritablement immergé dans des ateliers d'artistes. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a... Quelles conséquences ça a eu sur le livre aussi? Est-ce que c'est une atmosphère, une ambiance, un ressenti? Est-ce que ça vous a permis de vous mettre véritablement dans la peau de Vanessa Chapman? I, Ouais. sorry, yeah, Pardon. I understood the question. I visited some studios, and that was mostly just to get the feeling for it, to watch somebody work. I was watching, people making ceramics because there's Vanessa also does that, to see, what does it smell like? What kind of equipment do they have? What are the sounds? How do you work? All those kind of things just to get texture, sort of for description. But then I did discover, particularly going to the Potter Studios, that they're full of things like little knives and wires and hammers and all these implements that you could basically kill someone with, which I hadn't really thought about before. So that was interesting to me. C'est vrai que j'ai visité beaucoup de studios en amont de l'écriture du livre. L'idée, c'était effectivement de m'imprégner, en fait, de ressentir ce qu'un artiste ressent. Voilà, notamment, j'ai visité l'atelier de poterie d'un artiste qui travaille sur la céramique, comme Vanessa, justement. Voilà, je me suis renseigné sur les outils utilisés, mais aussi, voilà, je me suis imprégné des odeurs, des sons environnants. L'idée, c'était de pouvoir utiliser tout ça dans mes descriptions ensuite. Mais c'est justement en visitant un atelier de poterie que je me suis rendu compte que parmi ces outils qu'utilise l'artiste, il y a des marteaux, des couteaux, donc autant de choses qui seraient utiles pour pouvoir pour tuer quelqu'un. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai pu utiliser également dans mon roman. Ce sera peut-être pour un prochain livre.
Alors, il y a un passage également extrêmement intéressant sur le style, sur l'évolution d'une artiste, et je vais vous citer avant ma question. Le changement est radical, le trait bien plus fluide, et pourtant il ne fait aucun doute que c'est la même main qui tient le pinceau, le même œil derrière la composition. Je ne suis pas convaincu, commande Grace. Je ne suis pas critique d'art, mais j'ai le sentiment qu'on a un peu trop tendance à se focaliser sur la théorie, alors que parfois, les choix de l'artiste découlent simplement des circonstances. Ça m'a fait penser évidemment au style d'écrivain. Ça fait déjà quelques années que vous écrivez, c'est le cinquième roman. Est-ce que votre style a évolué autant que Vanessa Chapman? Est-ce que finalement on s'intéresse un peu trop à la théorie, au style et pas forcément aux circonstances pour lesquelles un auteur a pu écrire un roman? Mm. Yeah, that's interesting because I do think my style has evolved. Certainly, I would have hoped it's evolved since the girl on the train. I think I pay more attention to the language. But then I think it's different for every novel because, and this is about circumstances, that it kind of depends on the time that you have. And if your plot all comes together really quickly, like it did in this novel, then I have more time to spend like refining the language and making sure the language is how I want it to be and it sounds how I want it to sound. But sometimes I I spend so much time working on the plot that I don't have time to do that work on the language and making sure that the language is perfect because you have a deadline to work to. So it is shaped both by circumstance in a different way, as well as what you actually are trying to do as a writer. Alors c'est vrai que je considère, voilà, je pense que mon style a évolué clairement depuis La fille du train, depuis mon premier roman. Maintenant, j'ai plus tendance à faire attention à la langue, au vocabulaire que j'utilise, mais en fait, tout dépend du contexte dans lequel se déroule l'écriture. C'est-à-dire que si l'intrigue vous vient facilement, j'ai plus le temps de retravailler après mon texte, de retravailler mon vocabulaire, ma langue, alors que si je mets plus de temps à développer mon intrigue dans mon esprit, c'est sûr que j'aurai moins de temps à accorder à tout ça parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une deadline en fait à respecter aussi pour l'éditeur. Donc voilà. Et une phrase qui m'a beaucoup amusé et qui est si vraie également, c'est qu'avant, pour un stress post-traumatique, il fallait avoir été victime d'une attaque terroriste ou d'un bombardement ennemi. Maintenant, il suffit d'avoir écrasé un chat. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Est-ce que vous... Alors, c'est une question humoristique et ma deuxième question est tout autant humoristique parce que vous mettez des petites piques parfois très subtiles comme celle-ci. La deuxième étant sur les films français où vous dites qu'à un moment donné, avec humour ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si vous le pensez ou pas, mais que les trios comme celui que forment Sébastien, James et Elena, ça ne marche que dans les films français. Quelle est cette légende urbaine? I think I'm not sure I've completely understood the second question about the love triangles. Yes. Yeah, they only work it only works Okay. in French films. Well, I think the translation might actually be different because I think it's just a conception that English or and possibly American people have that the French are very like sophisticated about affairs of the heart and that they can have these more kind of risque arrangements that might not work for English people. I don't know if that's true. Voilà, c'est vrai que je me suis beaucoup amusé avec l'idée que voilà, c'est vrai que dans la tête des personnes britanniques ou américaines, les Français sont plus lâches en termes en termes d'amour. Ils aiment plus prendre des risques, on va dire. Voilà, je sais pas si c'est particulièrement vrai, mais bon, c'est vrai que c'est l'idée générale chez nous. En effet. Et donc, sans transition, on va parler du bleu, parce que clairement, c'est véritablement la couleur du livre, la couleur de la couverture, et l'heure bleue apparaît évidemment plusieurs fois dans le roman. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans cette couleur? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est une couleur qui vous permet de détailler encore plus les caractéristiques d'un tableau, d'une mer, d'une île? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette couleur, au point de la mettre
en tant que star finalement de votre roman? Yeah, I mean, the strange thing is that I don't think I was thinking about it specifically at the beginning when I was first writing the novel, but it kept coming up. It kept because it is the sea and the sky and it surrounds them. And then I had this idea that there was this blue light, and I couldn't really tell where that had come from, but I knew it was going to be important. And then the blue hour became important too, that certain key things happen at this time. And also, it's this time where you can mistake one thing for another, a wolf for a dog, that kind of thing. So it was one of those things that were a theme that just kept, it was like a theme that kept repeating itself to me, that it was like this was the color of the novel without me thinking it at the beginning. En fait, c'est arrivé sans vraiment que j'y pense, en tout cas au début, mais c'est vrai que c'est une couleur qui revenait sans cesse, sans même que je la réclame. Voilà, c'était la couleur du ciel, c'est la couleur de la mer. Il y a cette lumière bleue aussi le soir. En tout cas, voilà, la couleur bleue revenait à des moments clés du récit. C'est aussi effectivement l'heure bleue, c'est le moment de la journée où on peut plus facilement confondre les traits des visages, voilà, ne pas reconnaître quelqu'un. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, mais c'est vrai que j'y ai pas vraiment pensé volontairement, on va dire. Because actually the title was different. I'm not going to say what the title was because I'm keeping it for later. But I had a different title, and then so that wasn't there from the beginning. It was something that sort of built up as I was writing the book. Et c'est vrai que le titre était différent. Le titre du livre était différent au début. C'était pas l'heure bleue. Alors je ne dévoilerai pas le titre que j'avais choisi au départ parce que il se pourrait bien que je l'utilise plus tard. Mais euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est venu après aussi. Et puis en épigraphe, vous citez un certain poète, un Dylan Thomas. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous? Le poème est magnifique. Et quel est justement votre rapport à la poésie? On a parlé d'art. La poésie est peut-être le plus beau des arts. Est-ce que vous avez un rapport particulier à cet art-là? Est-ce que vous vous êtes déjà essayé à cela? Est-ce que les manuscrits sont chez vous? Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un du roman les récupérer? Finalement, quel est votre lien avec la poésie? I don't read a huge amount of poetry. It's a failing of mine, but every now and again you'll find something that just stays with you. And actually, there's a line, just a few words from that Dylan Thomas poem about a bone picked clean. That line that kept recurring in my head, and I had to look up like, why do I know that line? And I found the poem, and it was perfect because it's about legacy and love and what we leave behind. And it's just sometimes you just find like, oh, that's beautiful, and that's kind of it fits very not neatly, but it fits well with what I'm trying to write here. Alors, c'est vrai que je ne suis pas une grande lectrice de poésie. Voilà, c'est un grand manquement de ma part. Mais c'est vrai que parfois, on tombe sur quelque chose qui nous imprègne. Et là, c'est ce qui m'est arrivé en l'occurrence avec Dylan Thomas. Voilà, je me demandais pourquoi j'avais voilà, ces vers qui me revenaient sans cesse en tête. Alors, j'ai regardé un petit peu et je suis tombé sur un poème qu'il avait écrit qui parlait d'héritage, qui parlait d'amour aussi. Et voilà, il se trouvait que ça collait parfaitement, enfin, pas parfaitement, mais en tout cas, très très bien à l'intrigue de mon roman. Et tout à l'heure, on a parlé, on parle que d'art aujourd'hui et de tous les arts finalement, mais de cinéma. Est-ce que vous avez participé à La Fille du Train en tant que scénariste? Alors, je me suis pas renseigné sur la chose, mais ça me vient comme ça. Mais est-ce que vous avez participé au scénario de La Fille du Train au cinéma? Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire pour les prochains romans? Est-ce que c'est déjà en cours ou on travaille pour certains autres romans et peut-être pour celui-ci? Quel est votre lien justement au cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire? Ou en tout cas, quand on vous lit, on a véritablement des images en tête constamment. Et je trouve que votre style est, au-delà d'être très bien écrit, c'est aussi extrêmement visuel. Et c'est pas toujours le cas. Alors là, vous avez pris évidemment une géographie parfaite avec cette île de marée haute, marée basse,
qui nous transporte évidemment dans un autre univers. En tout cas, pour ceux qui habitent pas forcément sur des îles. En Écosse, ça doit être quand même plus fréquent. Mais quel est votre lien justement à cette matière cinématographique et notamment le fait de, entre guillemets, lâcher son roman pour qu'il soit adapté ailleurs? C'est un petit peu finalement ce qui se passe avec Vanessa Chapman. Elle lâche un petit peu ses œuvres. Alors là, évidemment, elle est décédée, mais elle lâche une partie d'elle-même. And you, yeah. So I wasn't involved in the Girl on the Train, the movie. I was trying to write a book, and I've never written for film, so I wasn't going to adapt that. And at the moment, there are no plans that I'm aware of to adapt this book or any of the others. Though I would love to see this one on screen. I think it would be beautiful. I think it's often very difficult to adapt your own work as a writer. I think it's often, particularly if you don't have experience writing for screen. But I do think this is a very cinematic novel, and so I'm hopeful that someone will pick it up. Alors non, je n'ai pas participé au scénario de La fille du train et c'est quelque chose en fait que je n'avais de toute façon jamais fait. Donc voilà, je n'avais pas pensé à le faire non plus. Ce n'est pas prévu pour mes autres romans, même si j'avoue que j'aimerais beaucoup voir celui-ci en particulier adapté à l'écran. Voilà, je pense par contre qu'il est très difficile pour un écrivain d'adapter ses propres œuvres. Mais voilà, j'aimerais beaucoup que quelqu'un d'autre s'en empare et l'adapte, évidemment. Et d'ailleurs, il y a véritablement un lien avec la France. Alors, je ne connais pas vos liens avec la France. Vous étiez en vacances, ok, en Bretagne, mais il y a peut-être autre chose, puisque dans le texte, il y a beaucoup de mots qui sont en français dans le texte original. C'est Mm. intéressant aussi de voir qu'il y en a véritablement vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a une explication particulière? Je ne l'ai pas vue, en tout cas, dans le roman. Je ne pense pas qu'il y ait de raison narrative dans le texte. Qu'est-ce que ça implique finalement d'avoir autant de mots français qui sont déjà dans la langue originale, dans votre texte original? Well, I think so. I had the idea that one of the characters is French. Marguerite is, so there is a French woman in it. So it was partly some of the language is hers, that she speaks a little bit in French and a little bit in English. Um, and also there's this phrase it's in French, which I really like, is that le entre loup et chien, was it chien et loup? I can't remember which way around it goes, but that hour between a wolf and a dog, which I'd heard that somewhere, and I love that phrase. So that I brought in as well. And I mean, I spent a year in France when I was young. I love France. I'm a bit Francophile, so that's why there's little bits of France crop up every now and again. C'est vrai que j'ai eu l'idée de créer le personnage de Marguerite, qui est française, et donc naturellement, parfois dans le texte, elle parle en français. Et d'un autre côté, il y avait cette phrase que j'adore, que je trouve magnifique et que j'avais envie de réutiliser entre chien et loup. Voilà, mais c'est vrai que j'adore la France. J'ai passé un an en France quand j'étais jeune. Voilà, donc c'est vrai que de temps en temps, j'essaie d'apporter ce petit lien dans mes écrits. Très bien. Et finalement, dans ce roman, il y a quand même beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'infidélités, de meurtres. Après tout cela, est-ce que vous croyez encore en l'humain? Oh, yes, of course. I'm looking at the worst of people, or people acting in very extreme situations. That's what you do in a crime novel, is you look at at people at their worst, perhaps, and try and imagine how they get there, and or how they might get out of those situations. But that's not to say that that's how I think the world is. Though often, if you look at what's really happening in the world, it's actually way worse than anything you could write in a crime novel. Oui, bien sûr, mais je crois en l'être humain. Alors c'est vrai qu'en tant qu'autrice de polar, je me dois de regarder et de décrire le pire chez l'être humain et de tenter de comprendre comment des gens en arrivent là justement, mais ça ne veut pas dire que c'est le reflet du monde. Voilà, donc il faut garder un petit peu d'espoir quand même. Et si d'un côté on a James Baker, de l'autre côté on a Grace Aswell, qui est l'exécutrice testamentaire de Vanessa, qui n'a
qui n'a rien en réalité, excepté le fait d'avoir été l'amie pendant longtemps de Vanessa Chapman. Elle n'obtient rien dès le début. C'est elle qui voit mourir Vanessa Chapman. Est-ce que c'était une volonté aussi, pardon, je viens de faire tomber mon livre, est-ce que c'était une volonté de créer une sorte de négatif, quelqu'un en miroir de Vanessa Chapman? Elles sont finalement à l'opposé l'une et l'autre. Il y a beaucoup de doutes sur leur relation. On ne sait pas véritablement pendant longtemps ce qu'il se trame entre elles. Ce personnage-là, il est particulier. Qu'est-ce que vous vouliez mettre derrière elle? Quel était pas le message, mais en tout cas la volonté, l'intention que vous vouliez mettre derrière Grace Aswell? So Grace, yeah, is Vanessa's friend, her companion, her carer. Um, she's she's a person who probably would never have been friends with Vanessa unless they had this very specific meeting in this specific place. So Grace is a doctor and she treats Vanessa when Vanessa's injured. And because they're in quite an isolated place, and because of where Vanessa lives on the island, they form this bond, and then it persists for a long time. But it's a very difficult, complicated friendship that I was, and that was what I was interested in writing about, was the complicated friendship. Corbin, do you want to? It's okay. Yeah. Grace, et oui, c'est vrai, c'est donc l'amie de Vanessa, c'est son accompagnatrice de fin de vie. C'est beaucoup de choses pour Vanessa, mais je pense que sans leur rencontre impromptue, elles n'auraient jamais été amies en fait. Grace intervient pour soigner à un moment donné le poignet de Vanessa, mais c'est après en fait qu'elles vont se mettre à former ce lien du fait que Vanessa habite cette fameuse île aussi. Mais voilà, c'est vrai que leur amitié ne va pas être de tout repos, elle va être même très difficile, et c'est ça que j'avais envie de raconter en particulier. C'est l'amitié difficile. Yeah, because I think although we write often about complicated marriages and love affairs and family relationships, friendship is often just written about as a very simple thing. And I wanted to look at how complicated a friendship might be if it endures over a long time. Because for a lot of us, friendships are often the longest relationships we have. They endure for decades sometimes. So that's never going to be all smooth sailing. And this one is perhaps more complicated than most, but I do think it's interesting to see how the power can shift and how the trust shifts and how people can need each other more at various times in their lives. Parce que c'est vrai que dans les romans, on a tendance à parler de mariage compliqué, voilà, d'histoire de tromperie, mais pour les amitiés, tout est toujours décrit de façon très simple, comme si les amitiés, finalement, duraient toute une vie sans heurts, sans chaos. Alors que finalement, quand on y réfléchit, l'amitié, c'est souvent la relation la plus longue dans nos vies. Donc forcément, à un moment donné, voilà, il y a certains moments de la vie où elle va être plus compliquée qu'à d'autres moments. Il va forcément y avoir un déséquilibre, voilà, des gens qui vont plus avoir besoin de l'autre personne que l'inverse, etc. Donc j'avais envie de m'intéresser à ce sujet-là. Et en effet, une amitié très difficile. Justement, quels sont vos projets futurs, à venir, en cours? Sur quelle matière vous travaillez? Est-ce que finalement c'est le sujet qui vous choisit? Est-ce que c'est une anecdote, un fait de société, historique? Comment le sujet vous percute et vous choisit pour ensuite déployer votre thriller, votre intrigue, votre enquête? Um, it's kind of it's different in different books, but I tend to start with a character, and the character will usually come out of some story that I've read or something I've been told, and I'll take one piece of that and start thinking about that person and wondering, how they became that person or what happened to them after this anecdote, this event happened. So it usually starts with a character, and I think about them for a really, really, really long time, and I'll focus on one small aspect of who they are and start to sort of build a whole person around that.
and it might take me a really long time to find actually a plot that they fit into. That was certainly the case with The Girl on the Train, that I knew about Rachel for years, or a person like her, before I actually thought of the story that she would fit into. Alors, ça dépend souvent du livre, hein, évidemment, mais en général, ce sont les personnages qui me viennent d'abord, et après, les intrigues, le décor, etc. Donc, c'est vrai que j'ai des personnages qui vont me trotter dans la tête et je vais me poser des questions. D'où vient le personnage? Tiens, et si je m'intéressais à cet aspect-là, de la vie du personnage, à cette anecdote qui lui est arrivée, et ensuite, je vais le développer. Mais c'est vrai que, par exemple, pour La Fille du Train, le personnage de Rachel, m'est venu d'abord et j'y ai pensé pendant très longtemps avant de développer l'intrigue en elle-même. Bon, mais cela étant, comme tout bon auteur, vous avez évité la première question sur ce que vous écriviez en cours, ce que vous écriviez sur le prochain roman. Yeah, I, I've not got anything like interesting that I could tell you about that at the moment. It's still like a mess. I'm not, I don't have a novel yet. Oui, bon, c'est parce que j'ai rien d'intéressant à vous dire en soi. Voilà, c'est toujours, c'est un peu le bazar dans ma tête en ce moment. J'ai pas, voilà, en termes de plans futurs. Donc, Et c'est vrai que celui-ci est sorti quasiment simultanément en langue originale et en français. Donc je pense que ça vient de sortir et forcément, Hmm. vous avez peut-être d'autres choses à faire. Euh, Hmm. La couverture, Rosemary pose une question sur la couverture de Mumtaz Mustafa. C'est la même couverture en langue originale et en français, de ce que j'ai cru voir. Justement, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant par rapport à cela? Alors, on la comprend très bien quand on lit le roman, évidemment. Évidemment, quand on ne lit pas le roman et on voit l'heure bleue avec cela, on ne s'attend pas forcément à voir toute la complexité et la densité du roman, parce le roman est extrêmement dense. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de fausses pistes. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant sur cette couverture qui laisse une porte ouverte finalement, alors qu'elle se ferme pour beaucoup de personnages? La fenêtre s'ouvre aussi pour peut-être un des personnages, peut-être pour Vanessa. I mean, sorry, can you translate that one for me? Because I'm not sure I've yeah, understood. okay. What was the idea behind the cover's choice? And we had that window that opens for Okay. some of your characters and closes for some other Okay. characters. Yeah, I have to say that the cover design is not something that I would do. So really what happens is they bring a cover, the designers, they will bring a cover to me. And um I liked the idea of us being kind of in the house, which is how I feel about it, looking out. The sense is that the reader or whoever's looking at this cover is inside the house where Vanessa lived. So, but I mean, for me, it is more conveying a kind of you know, a feeling rather than any sort of um specific thing. And they're not all the same. The Brit actually the this is the American one, but the British one is actually different. It's kind of more graphic. Alors, en général, je suis pas derrière le choix de couverture, hein, c'est l'éditeur qui me propose la couverture. Là, c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée avec cette version-là d'être dans la maison et qu'on regarde à l'extérieur, un peu comme Vanessa Chapman. Mais voilà, l'américaine a la même couverture que la française, mais la version Yeah, britannique, par that's exemple, British and that's American. voilà, beaucoup plus graphique. Yeah. Évidemment, je préfère la française. Mais, mais c'est vrai que l'heure bleue, ça prend tout son sens là. Tout à l'heure, vous parliez des toutes les nuances de bleu à cette heure-là où tous les bleus se confondent. Tous les bleus, finalement, se superposent même. Se confondent pas, mais elles se superposent. Et c'est vrai que toutes ces nuances de bleu donnent tout le sel au roman. J'aimerais qu'on parle finalement aussi de... J'ai perdu ma question, donc je vais en reposer une autre. Tout à l'heure, on parlait de foi en l'humanité. Je pose cette question-là à chaque auteur. Je vous transpose en 2074. C'est à mon tour de vous torturer un petit peu, Paula Hawkins. J'aimerais que vous vous mettiez dans 50 ans, en 2074.
qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Quelle société vous voyez autour de vous dans 50 ans? Yeah, I mean, I feel really not very optimistic, I think, unfortunately, at the moment. I think it's very hard for anyone to feel optimistic about what the world will be like in 50 years' time. Uh, I think if we continue the way we're going, it's going to be very hot. There will be a lot of movement of people. It's going to be very dangerous. Yeah, I'm afraid I don't have good things to say about that. Voilà, j'ai bien peur de ne pas être très optimiste sur le sujet, surtout en ce moment, hein. Il faut dire que c'est compliqué de l'être. Mais voilà, je pense que si on poursuit dans cette voie, clairement, les gens vont se rebeller. Voilà, voilà, ça va être très mouvementé, ça va être risqué aussi. Ça va devenir très dangereux, en fait. Donc voilà, je n'ai pas de très belles choses à imaginer sur notre futur. Est-ce que c'est un domaine qui vous donne envie d'explorer peut-être la dystopie, d'envisager le futur, ou au contraire, vous préférez rester sur des préoccupations actuelles qui sont déjà terribles Mm. et bien trop nombreuses, mais est-ce que c'est un domaine qui aurait pu vous plaire? I've never thought about writing a dystopia. I have enjoyed reading them though, and I do think it's an very interesting way of looking at the world. But I think yeah, it's not something that I've ever tried to tackle. I will never say never, but I can't really imagine it right now. Alors c'est vrai que je n'y ai jamais vraiment pensé. C'est quelque chose que j'aime lire de temps en temps, hein. Je trouve ça super intéressant de voir le monde par ce biais-là. Mais voilà, je ne sais pas. Ne jamais dire jamais, mais c'est vrai que je n'y ai jamais vraiment pensé jusque-là. Et ma dernière question avant que vous nous lisiez un dernier extrait, je vous pose la question de choisir un auteur plutôt méconnu, un auteur qu'on voit peu dans les médias ou que vous estimez moins connu et que vous aimeriez remettre au goût du jour. Qui avez-vous choisi, Paula Hawkins? Well, actually, I didn't choose an author. Chose a book that I wanted to talk about, and because the author is now quite well known because she's just won the Booker. But Samantha Harvey, she wrote a book called Dear Thief, and that was about, I think, 10 years ago. I can't remember exactly when, but it's this really beautiful novel, and it's about friendship. And I think about it so often. It's about uh, a friendship and a terrible betrayal in a friendship. And I love that novel, and I think a lot more people should have read it. So Samantha Harvey, Dear Thief. Voilà, donc Dear Thief, donc cher voleur, si on traduit littéralement de Samantha Howe. Samantha Harvey. Ok. So her novel just won the Booker, Orbital, but this is a previous novel that she wrote many years ago. Donc c'est un livre qui est paru il y a 10 ans et qui parle d'une très belle amitié, voilà, justement, quand on en parle, et aussi d'une terrible trahison, voilà. Mais c'est quelque chose que voilà, j'avais envie de reparler de ce livre. Et je crois qu'il est pas traduit. En effet, c'est Cher voleur, je crois qu'il est pas traduit. En français, en tout cas. Oh, sorry, yeah, probably. Mais c'est très bien. Ça donnera peut-être des idées aux éditions Sonatine. Eh bien, on va terminer cette rencontre, sauf s'il y a des questions avant, avec un deuxième extrait, Paula et Robin. Merci à vous. Okay. All right, I'm going to read a bit more from Vanessa's diary. I didn't think to stay so long. I thought it would be a few years, a decade at most. Back then, I thought I had all the time in the world. I thought I had a lifetime. I did, I suppose. It just turns out to have been rather a short one. The doctor had nothing good to say. In the car on the way back, I thought about the first time I ever crossed over, the first time I saw the house I'd bought sight unseen. I was so brave then, so young. And for the first time in forever, I thought about that clipping that arrived, the one I was sure had been sent by a friend, but which no one ever owned up to. Suddenly it came to me, Julian. Of course it was Julian, trying to get rid of me, giving me a gentle shove. He of all people would have known what I'd be unable to resist. Poor Julian. He sealed his own fate.
So, a short life, not always a happy one, but free. I've been free here on my island. I escaped the drudgery of domesticity, the violence of men. I worked with my hands, loved fiercely with my body. Thank God. Thank God I realized in the nick of time that I didn't want to live the life I was expected to. Thank God I bolted. Thank God I ran. Thank God for the island, for Eris. Now that my hope, once violent, is a small and pitiful thing, I need to be practical. I need to consider what happens after I am gone. Part of me bridles. What does it matter? A life is not a collection of things after all. What does it matter what we leave behind since the waves crash on, relentless, oblivious? What does it matter when one day, probably not too long from now, this island will be under the sea and the house too and the rock and all the bones beneath it? Somehow it does. It matters what you leave behind, the art you made or the people, the friends you loved, the good you did, the bad. It matters. Je ne pensais pas rester si longtemps. Je pensais que ce serait l'affaire de quelques années, 10 maximum. À l'époque, j'étais sûr que j'avais tout le temps du monde, la vie devant moi. Je n'avais pas tort quelque part. La vie s'est simplement avérée plus courte que prévu. Le docteur de Glasgow n'avait rien de positif à m'annoncer. Sur le chemin du retour, dans la voiture, je me suis rappelé la première fois que j'ai traversé la chaussée, la première fois que j'ai aperçu la maison, celle que j'avais achetée sans même la voir. J'étais si courageuse et si jeune. Et soudain, je me suis souvenu de la petite annonce arrivée par la poste. Cela faisait une éternité que je n'y avais pas pensé. Pendant des années, j'ai cru que c'était un de mes amis qui me l'avait envoyé, même si aucun d'eux ne l'avait jamais admis. Et aujourd'hui, j'ai compris. C'était Julian, évidemment. Il essayait de se débarrasser de moi, et il avait trouvé un moyen de me pousser gentiment vers la sortie. Il était le mieux placé pour deviner que je ne saurais résister aux promesses de ces quelques lignes. Pauvre Julian, s'il avait su. Bien, une vie courte alors. Pas toujours heureuse, mais libre. Ici, sur mon île, j'ai été libre. J'ai échappé à l'aliénation domestique, à la violence des hommes. J'ai créé avec mes mains. J'ai aimé passionnément avec mon corps. Quelle chance! Quelle chance d'avoir réalisé de justesse que je ne voulais pas vivre la vie qu'on attendait de moi. J'ai bien fait de prendre mes jambes à mon cou. Et quelle chance d'avoir trouvé mon île, mon Eris. Mon espoir, autrefois violence, est devenu broutille. Je dois désormais me poser des questions pratiques et réfléchir à ce qui se passera une fois que je ne serai plus là. Je crois que je n'aime pas cette idée. Après tout, est-ce vraiment important? Une vie ne se résume pas à une liste d'objets, alors pourquoi se préoccuper de ce qu'on laisse derrière soi, quand on sait que les vagues continueront de déferler sans relâche? Est-ce vraiment important quand on sait qu'un jour, probablement pas si lointain, cette île sera sous les eaux, avec sa maison, son rocher et tous les ossements qui y sont enfouis? Je crois que oui. Ce n'est pas rien ce qu'on laisse derrière soi. Les œuvres qu'on a créées, les gens, les amis qu'on a aimés, le bien qu'on a fait et le mal, ce n'est pas rien. Merci à tous les deux. Et j'avais une dernière question, Paula, pardonnez-moi, mais ça m'a questionné sur ce que vous vouliez aussi laisser aux autres. Est-ce que le journal de Vanessa Chapman vous a donné envie aussi d'écrire le vôtre? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Est-ce que vous le faites déjà? Mais est-ce que ce dernier passage le dit particulièrement bien? Est-ce que ça vous a donné envie de transmettre à autrui quelque chose de vous par un journal, par un carnet? Par la matière artistique. I mean, I think, I don't have, I think we don't tend to have archives anymore. There was a time when, writers had archives because everything was printed out and you did it, or you wrote notebooks and I don't have that. It's all on a computer. It's not very romantic. But so at the moment, I don't really think about it, but I guess that one should. Um, I, I'm not one of those people who has kept all the versions of every novel. I'm quite reckless, I suppose, about things like that, though I probably shouldn't be. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'archives, voilà, on ne trouve plus d'archives d'auteurs d'auteurs contemporains. C'est quelque chose qui se faisait peut-être à l'époque, mais aujourd'hui, là, par exemple, j'ai tout sur mon ordinateur, donc c'est vrai que c'est pas très romantique. Je n'ai pas gardé, par exemple, les premières versions de mes différents romans. Voilà, je suis pas du genre à faire ça, mais peut-être que je devrais, je ne sais pas.
Très bien. Merci infiniment à tous les deux, Paula Hawkins et Robin Boudère. Oui. Merci pour ta traduction. Je le remontre, L'heure bleue chez Sonatine. Merci infiniment à tous les deux pour pour votre temps et vos réponses qui nous donnent un petit peu plus pour s'aventurer pour ceux qui ne l'ont pas encore lu et pour le relire peut-être parce qu'on découvre d'autres choses quand on le relit finalement. On découvre les petits cailloux que vous disséminez à travers le texte et c'est très subtil et c'est vrai que ça frappe. On a des petits souvenirs comme ça qui reviennent en lecture en se disant mais oui. J'ai été vraiment idiot de pas voir ça, mais en même temps, je pouvais pas le voir parce que j'avais pas l'autre partie de l'énigme. Donc, merci Paula Hawkins pour ce roman et pour l'ensemble de votre œuvre. Et merci Juliette et Merci Marie-Laure. beaucoup à vous. Ok. Au revoir à Au tous. revoir. Bonne Bye. soirée, Au au revoir revoir. tout le monde. Au revoir.